Bonjour, aujourd'hui dans l'invité du set, nous recevons le célèbre grand reporter de la Jet Set, Simo Benbachir. Bonjour Simo, Bonjour. comment ça va? Très bien, Ça va en forme? en forme. Toujours. Comment ton retour au Maroc s'est fait? Tu es rentré plusieurs fois là ces derniers temps? Ouais, à chaque fois que je suis au Maroc, je suis content. J'adore les gens quand me demandent est-ce que je préfère le Maroc ou les États-Unis, je dis je prends le meilleur de chaque pays. Donc au Maroc, on a des choses qu'on n'a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas des choses qu'on a au Maroc. Et j'adore vivre entre les deux. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Là, je suis là pour le festival de Marrakech, Très bien. de films que je vais couvrir. Et voilà, que je rate pas chaque année. C'est vrai. Tu peux nous dire un petit scoop que tu nous prépares là pour le festival de Marrakech? Ben, franchement, le festival de Marrakech, l'année dernière, elle était reportée, elle était annulée. Il n'y avait pas d'édition, donc je ne suis pas rentré à Marrakech. Donc ça me manque Marrakech en décembre. L'atmosphère du festival, les sorties, le glamour du tapis rouge, parce que malgré, pas les critiques, mais j'ai exposé beaucoup de vérités que les gens n'ont pas aimées, reste quand même le tapis rouge marocain et on est là pour le soutenir. Donc je vais être là, je vais couvrir l'ouverture et la clôture. Eh ben, on va tous te suivre pour cet événement et on a hâte, j'ai envie de dire. Merci. Simo, je voulais te poser une petite question. Lorsqu'on voit aujourd'hui, on est face à ton succès, on oublie que c'est plus de 20 ans de carrière qui est derrière toi. Et en quelque sorte, moi je voudrais savoir quel conseil ou comment tu as réussi à te démarquer en fait des autres journalistes. Ben, écoutez, moi je suis un Fès et je suis parti à l'âge de 3 mois en Italie. Mon père travaillait là-bas et donc j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 11 ans. Et après, mon père elle a décidé de rentrer. J'ai passé mon enfance à Fès où il n'y avait pas beaucoup de choses, mais j'étais influencé par la scène européenne parce que je suis parti à l'école italienne quand j'étais gosse. Et ça m'a marqué. Donc j'ai essayé de toujours d'avoir un truc. J'étais un peu avant-gardiste, même quand j'étais au Maroc à l'époque, quand j'étais adolescent. Et après, j'ai travaillé pour Ruban Rouge, l'association Ruban Rouge, qu'on a créée avec des amis là-bas parce qu'on avait un ami qui est mort à cause de sida. Et à Fès, il n'avait rien. J'étais adolescent, il n'avait rien à faire. C'était malheureux. Et donc, tant qu'ado, on n'avait quasiment rien à faire. Donc on a monté l'association Ruban Rouge et après qu'on a monté l'association Ruban Rouge, on faisait des campagnes ou des campagnes de communication préventive avec les célébrités parce que j'étais influencé à l'époque par Madonna, Sandra, c'était l'époque où nous étions ados, c'était tout juste avant l'Internet et après, voilà, donc on a commencé à faire les stars. Les stars venaient, mais ils venaient pour 2 heures, 3 heures. Ils n'avaient pas le temps de voir tous les journalistes ou faire des conférences de presse à l'époque, surtout quand ils venaient bénévoles. Ils me disaient, Simon, prends les questions et on te répond. Donc, je prenais les 3, 4 qui nous soutenaient tout le temps. Je prenais les questions, je posais ça à ces stars et ils me disaient, tu es très bien, il faut que tu deviennes journaliste. Parce que tu es bien à poser des questions et nous mettre à l'aise. Et voilà, après, en 98, je suis venu à Casablanca. J'ai fait ma première chronique télé dans l'émission Track de Nedel Arguet en 98. Et j'ai fait mes études en journalisme. Et voilà, aujourd'hui, je suis journaliste ailleurs, on va dire. Ben, bravo, parce qu'en fait, en tant que journaliste, c'est rare des vrais journalistes qui percent et qui arrivent à ton niveau. Et je pense qu'en fait, c'est ta détermination depuis ton plus jeune âge et ta passion pour ce métier qui t'a fait arriver là où tu es aujourd'hui. J'avais un rêve, vous savez, le journalisme. Moi, j'aime pas beaucoup le mot journaliste, je dis plutôt reporter. Comme ils disent aux États-Unis, c'est tu ramènes ce qui se passe pour un public. Et là-bas, aux États-Unis, c'est très fashion, le reporter. Mais ici, c'est vrai que les gens, on dit journaliste, ou là en arabe, on dit elami. Moi, je ne suis pas, parce que c'est très académique pour moi. Moi, je fais une profession avec amour. Je couvre l'événement que je veux couvrir. Je fais des interviews avec des gens que j'aime bien. Parfois pas forcément, parce que tu es sur le red carpet, il faut que tu fasses des interviews avec des gens connus. Mais bon, c'est une hypocrisie sociale et tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas hypocrite et je n'ai pas l'hypocrisie. Donc parfois, il y a vraiment sur le tapis rouge des gens vachement connus que j'aime pas et je ne vais pas les interviewer. Et personne ne va m'obliger à les interviewer parce que j'ai toujours dit, j'avais deux rêves à réaliser. Me réveiller quand je veux et ne pas avoir de boss. Et donc je crois que c'est mes rêves que j'ai réalisés parce que je me réveille quand je veux. Et je n'ai pas quelqu'un qui va me dire tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Justement, en parlant d'hypocrisie, je voudrais savoir, dans tes déclarations et tes révélations,
est-ce que tu chercherais plus en fait à plus, comment on va dire, éclairer l'opinion publique par rapport à certains faits où on se pose des questions, on ne connaît pas totalement la vérité ou plutôt une vérité partielle, ou bien c'est plus pour avoir un sens critique par rapport à des situations que tu cautionnes pas en fait? Euh, Moi, je vais dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos toute la journée. Maintenant, avec YouTube, tout le monde est en train de filmer des trucs. Il insulte des personnalités. Les gens, ils font des vidéos toute la journée. Mais moi, j'étais là au Maroc, ça fait 3 semaines, et j'ai exposé des vérités que les gens, ils étaient tout à fait d'accord avec moi. Absolument. Mais c'était la première fois que quelqu'un va exposer ça. Premièrement, parce que je suis parti du Maroc pour travailler pour le Moyen-Orient, donc je connais très bien l'Afrique du Nord, parce que j'ai travaillé pour Nesma, pour la Tunisie, pour le Maghreb, donc je connais cette mentalité très bien. Et je connais la mentalité du Moyen-Orient très bien. Et aujourd'hui, je connais aussi la mentalité européenne, parce que j'ai vécu et j'ai passé mon enfance en Italie. Et je connais la mentalité américaine. Donc on va dire, je suis un joker. Un joker, donc je joue dans tous les trucs. Et il s'est avéré que j'ai dit des choses qu'ils ont fait le tour, hein, et le tour du net et le tour des plateaux de télévision ici. J'ai dit des vérités et les gens ici, malheureusement, notre société marocaine, c'est une société hypocrite et schizophrène. Ça, c'est une réalité qu'on a. Et avec le poids de la religion, avec le poids de la chouma des parents. Donc, quand tu exposes des choses comme ça, les gens, il y a beaucoup de gens qui étaient dérangés. Et ça fait le buzz. Mais il y avait beaucoup de gens qui sont venus, et Dieu merci, heureusement, quand je sors dans la rue, il y a le gardien qui m'arrête, la femme voilée qui m'arrête et qui me dit bravo. Parce que j'ai exposé des choses dont tout le monde pense très bas, mais personne ne parle, n'a le courage d'en parler. Ou parfois, il y a des gens, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas de boss, je dis je veux, quand je veux. Il y a des gens qui ne peuvent pas le dire parce qu'il y a des boss qui ont des intérêts. C'est ce qui n'est pas mon cas. Et voilà, c'est ça ce qui a fait le... Donc, on va dire, c'est même pas à voir avec l'hypocrisie, mais c'est exposer des vérités que ça dérangeait beaucoup de gens, mais beaucoup de gens, ils étaient contents. Et c'est là où, quand j'ai parlé de la fausse influence et les fausses influenceuses et influenceurs sur Internet, sur Instagram, qui exposent leur vie, ils font rêver tous les jeunes. Et ça, c'était dû à une histoire que, je me rappelle, aux États-Unis, moi, j'ai fait une vidéo pour promouvoir la manière, on va dire, ou montrer aux gens la procédure à suivre pour demander le visa américain. Et j'avais beaucoup de jeunes qui m'envoient, et des gens qui m'envoient, celui-là il s'est marié, il n'a pas encore le visa, celui-là il va demander le visa. Et donc j'ai l'habitude que tout le monde m'envoie ça. Et un monsieur qui m'envoyait toujours des messages, je me dis s'il vous plaît, il m'appelle. Et comme il y a une différence d'âge, différence d'horaire entre Los Angeles et Casablanca qui est quand même 9 heures aujourd'hui, qui est énorme. Donc les gens qu'on m'appelle, c'est le soir chez nous ou bien le matin chez vous dans des moments. Donc je l'ai bloqué. Un jour, il m'envoie un message de WhatsApp de sa femme. Il m'envoie la photo de sa femme avec sa fille. Je dis OK. Le mec il m'a dit s'il vous plaît, j'ai envie de vous parler 5 minutes. Je dis OK, appelez-moi. Donc le mec il m'appelle. Il m'explique son histoire, par laquelle j'étais vraiment très touché personnellement. C'est que ce monsieur, il a 39, 40, une famille moyenne marocaine. Il a une fille de 14-15 ans, adolescente. Et cette fille, il était la première de sa classe. Un jour, il était appelé par l'école et de la première, elle est devenue la dernière. Donc le père, quand il est parti voir la directrice et lui parler de tout ça, ils ont trouvé que la fille passe toute sa journée sur Instagram. Donc il me trouve parmi les followers qu'elle follow, qu'elle suit. Et il voit ces nanas, ces soi-disant nos visages publics, parce que moi je ne les appelle pas des stars, c'est loin, ils sont très loin d'avoir le titre star parce qu'ils ne le méritent pas, humblement ils ne le méritent pas. Donc le monsieur, il voit toutes ces nanas et tout ça, il lui prend le portable, il enlève Instagram. La fille devient dingue. Et tous, on a passé par 14 ans, 15 ans, où nous étions révoltes, c'est l'adolescence et tout. Et le mec, il dit à sa fille, mais écoute, toutes ces filles que tu es en train de suivre et de follower sur Instagram sont des prostituées. Et il a dit, eh ben, moi je veux devenir prostituée. Oh ouais. Et là, le mec, c'est comme il m'a donné une gifle. Quand même, comment tu... Moi, je n'ai pas d'enfant qui a cet âge de 14 ans, mais j'ai mes meilleurs amis, j'ai une nièce. Et je dis, mais si cette fille va venir chez ma sœur ou bien mes meilleurs amis et dire la même phrase, c'est quand même grave. Et elle me dit, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle m'a dit, au moins, essayez d'utiliser votre voix médiatique pour éclaircir ce problème, parce que c'est le problème de plusieurs personnes, ou arrêter de promouvoir ce genre de filles. Donc voilà, j'arrive dans une émission, j'étais invité, je parle de ce cas,
Et c'est parti viral, comme on dit aux États-Unis. Les gens, ils sont devenus dingues parce que les parents, ils étaient tout à fait d'accord, mais ils n'avaient pas cette voix de parler de ce problème. Et après, quand j'ai parlé des gens sans dire leur nom, et j'ai parlé d'une catégorie de nanas, parce qu'au Moyen-Orient, il y a beaucoup de nanas marocaines qui travaillent dur toute l'année, avec des salaires. Pour Dubaï, quand tu touches 5 000 $ ou 4 000 $, c'est un salaire, à peine tu vas vivre un certain niveau. On n'est pas à Casablanca. Et au Maroc, et même maintenant la vie au Maroc, ça devient de plus en plus cher. Et ça a explosé parce que ces filles, ils utilisent leurs réseaux sociaux et surtout Instagram, poster leurs stories dans les restaurants de luxe, dans première classe. Or, le billet première classe Casa Dubaï, ça coûte 70 000 dirhams. Les filles, quand elles partent chaque mois, et donc ils te disent la belle vie. Donc les filles, moi quand j'étais en classe, quand j'avais 14 ans, 15 ans, tous mes collègues en rêvaient. Moi, je rêvais de devenir steward, mes potes rêvaient de devenir pilote, médecin. Aujourd'hui, vous parlez à n'importe quelle fille, elle vous dit « je rêve de devenir blogueuse ». Je rêve de devenir influenceuse, je rêve de devenir une star d'Instagram. Tout le monde veut devenir star et c'est impossible. Donc les gens, ils ont cédé à leur truc d'étudier. Et ce qui est grave, il s'agit de toute une génération qui monte là. Et c'est grave. Donc je suis content parce que 3 semaines après, j'arrive même pas à sortir dans la rue. Les gens, et c'est la masse marocaine, qui m'arrête et me dit « bravo, on avait finalement quelqu'un qui parle de ça ». Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et donc, je voulais te poser une question par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que tu penses que le Maroc est prêt à écouter ses vérités en quelque sorte? Je crois aujourd'hui le Maroc, moi quand par exemple aux États-Unis les journalistes me disent oui il n'y a pas de liberté d'expression machin, je crois qu'au Maroc aujourd'hui c'est un pays ouvert, on peut dire ce qu'on veut, il y a des lignes rouges of course que tu ne peux pas toucher, mais je crois au moins quand il s'agit, moi je suis dans la variété, je ne suis pas dans la politique, dans la variété, le monde du showbiz, donc je crois qu'on a la liberté de dire ce qu'on veut et oui c'est des vérités. Que nous, Marocains, moi quand on me dit oui, mais c'est ton compatriote, je dis bah, écoutez, moi je ne suis pas chinois, je ne vais pas partir à Dar Omar pour voir qui est connu en Chine, pour parler des Chinois, des stars chinoises. Non, je suis Marocain, je vais parler des Marocains, et parce qu'il s'agit de ma société marocaine. Je ne vais pas parler des Libanais, j'ai bossé avec les Libanaises, je sais très bien les problèmes de la société libanaise, mais je ne veux pas en parler parce que je ne suis pas libanais. Donc je parle d'une chose que je connais, les gens que je côtoie, les gens qui font partie de ma famille et de ma partie qui est le Maroc. Oui, mais des vérités sur la prostitution peut-être de certaines filles marocaines dans d'autres pays, sur l'alcool, sur beaucoup de choses, ça peut peut-être avoir une image péjorative aussi sur le Maroc. Parce que ça, c'est le problème de tout le monde. Et Instagram, ce qu'on appelle ces influenceuses, on les appelle Instagram hookers in the US, aux États-Unis d'Amérique. Et ils avaient aussi ce problème-là. Mais sauf qu'ici, c'est plus grave parce que là, il influence. Aux États-Unis, vous avez une influenceuse qui touche un peu des enveloppes, qui fait des pubs, qui fait des choses. Donc, ça passe parce qu'il mélange entre les deux, sachant que la prostitution aux États-Unis, dans plusieurs États, c'est interdit. Et les gens partent en tôle pour ça. Ici, c'est différent parce que déjà, c'est une société musulmane, quand il le veut. Quand il le veut. Donc, et moi, je défends un Maroc tendance ouvert. Et j'ai toujours dit, même dans mes interviews, quand tu as un diable et vous sortez d'une boîte, il y a la mosquée là-bas, il y a la boîte. Vous voulez partir en boîte, vous allez partir en boîte. Vous voulez partir en mosquée, vous allez partir à la mosquée. Vous avez un choix, c'est entre vous et votre bon Dieu. Il n'y a personne qui va vous juger. Là, il s'est avéré que moi, j'ai exposé des vérités que les gens, ils n'aimaient pas. Et les gens, aujourd'hui, ils adorent le buzz, donc ils ont utilisé ça. Moi, par exemple, quand j'ai parlé de XY, je n'ai jamais mentionné aucun nom. J'ai parlé d'une certaine partie des célébrités et quelques personnes au Moyen-Orient. Je n'ai pas parlé de toutes les nanas qui sont là-bas, parce que le Moyen-Orient is full, ou là, bien rempli, des Marocaines qui travaillent tous les jours et qui partent dans des sociétés et qui travaillent dans le mall, Dubai Mall, et qui sont des gens qui travaillent tous les jours pour vivre et pour survivre et pour payer leurs factures et pour aider leur famille au Maroc. Ces nanas et ces gens, ils n'ont pas de voix. Aujourd'hui, je viens dans cette émission pour dire tout mon respect pour ces gens. Et les autres, c'est une minorité qui nous donne une mauvaise image. Que cette nana, quand il va faire ça, elle aura un problème avec XY, elle va la traiter de prostituée parce qu'elle est prostituée. Donc on ne peut pas le nier. Et je ne vois pas pourquoi il y a problème. Moi, quelqu'un me parle du Moyen-Orient, me dit oui, vous avez des prostituées. Je dis vous aussi, vous avez des prostituées. Parce que maintenant, c'est devenu un phénomène international. Mais moi, je veux parler de la société marocaine parce que je suis marocain et je ne vais pas me permettre de parler d'une Saoudienne ou d'une Libanaise ou d'une Qatari.
Parce que non, je porte la nationalité marocaine, je vais parler de ma société que je maîtrise, parce que je la connais, l'adolescence, là-bas. C'est différent. Et voilà, mais c'est un problème phénomène. Vous allez me ramener une américaine, croyez-moi que je vais l'arrêter, je vais tout de suite lui montrer ce qui se passe aux States aussi. Mais ceux qui se sentent visés, c'est leur problème. Comme on dit en marocain, les filfz, c'est qfz. On va revenir alors un peu à Myriam Saïd, l'affaire, les altercations un peu que vous avez eues entre vous deux. Ce que je voulais savoir, en fait, est-ce que ça a débuté depuis ces fausses déclarations en quelque sorte, ou il y avait aussi un antécédent avant que je décide donc de faire ces révélations sur elle et sur beaucoup de choses? Non, moi j'ai parlé des chroniqueuses qui sont au Moyen-Orient et que le public connaît. Moi j'ai jamais cité un nom, j'ai jamais dit qui c'est ou j'ai dit XY. Les gens, bien sûr, l'imagination marocaine est plus grande que la Terre et la planète. Ils ont mis sa photo, ils ont mis des trucs. J'ai parlé, moi déjà, quand j'ai parlé de Myriam Saïd, j'ai parlé d'un problème que je connais parce qu'il devait se marier, que tout le monde connaît ce problème. Même au Moyen-Orient, tout le monde le connaît parce que c'était quand même un grand scandale. Le mariage annulé 3 jours ou 2 jours avant le jour J de mariage. Donc tout le monde a parlé, tout le monde l'a traité de tous les noms, tout le monde l'a critiqué et voilà. Donc ils m'ont posé, je me rappelle très bien, j'étais dans une émission, ils m'ont posé la question sur Karim qui est son fiancé, qui devait se marier avec elle et que je connais son histoire et je connais ce qui s'est dit en public et j'ai clarifié un peu ce qui se passe et j'ai dit mon opinion et c'est parti viral. Mais jamais j'ai parlé d'elle ou personnellement je l'ai traitée de prostituée ou rien, pas du tout. Moi j'ai un staff d'avocats, je n'ai pas un seul avocat, j'ai un staff d'avocats qui est derrière. Et je sais ce que je dis et je sais très bien légalement me protéger. Mais le cas de Myriam Saïd, c'est que moi j'ai exposé le salaire des quelques chroniqueuses au Moyen-Orient que les Marocains ne savaient pas. Le Maghrébi, quand tu lui dis Flana, Fertlana à Dubaï, il croit qu'il gagne des millions. Ce qui n'est pas le cas parce que j'ai dit les chroniqueuses ou les journalistes, les gens des médias au Moyen-Orient, les salaires les plus grands, c'est 5 000 $. Il s'avérait qu'après Hamza, mon bébé, il a publié son salaire, il a publié des photos à elle qui faisaient partie de son passé. Et voilà, donc c'est parti viral. Mais moi, je n'ai jamais parlé d'elle. J'ai parlé des chroniqueuses qui sont au Moyen-Orient et que j'ai dit arrêtez de nous poster vos photos et vos stories en first class. Et en plus, j'ai parlé des nanas qui partent aux Maldives, des influenceuses. Et les gens, ils ont tout mélangé ici. Ils ont mis, quand j'ai parlé des influenceuses, ils ont mis la photo de Myriam Saïd avec, sur ça. Or, ce n'était pas du tout, c'était deux choses différentes. J'ai parlé de son problème mariage qui était annulé au Moyen-Orient et qu'elle, elle a dit, elle était reportée à cause de son père et son mari, il a dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec son père, ça va avoir une question de mœurs. Et ça fait scandale à l'époque. Donc moi, j'ai juste répété ça. Donc j'ai porté aucun truc nouveau, mais aucun. Sauf que moi, quand je l'ai dit, ça fait scandale parce que les gens, ils l'attendaient qu'au tournant pour l'éclater. Il s'avérait que beaucoup de gens, ils ne l'aiment pas. Moi, quand les gens, ils m'arrêtent aujourd'hui dans la rue, je suis étonné de voir le nombre des gens qui me disent bravo à Tété Atangolo, mais c'était rien contre elle. C'était pas votre but en fait. C'est pas du tout. Moi, j'ai parlé d'un cas et j'ai parlé des salaires des chroniqueuses que j'ai exposées. Bon, après, il y a des gens là-bas qui n'ont pas aimé, c'est leur problème. Mais le salaire d'une chroniqueuse, c'est 5 000 $. Quand tu as 5 000 $, comment ça se fait que tu as les sacs de Hermès, tous les jours une nouvelle couleur, et Dieu sait que c'est à partir de 15 000, 20 000 $, et les Louis Vuitton, et les machins, et les billets d'avion, et les first class, et tout ça. Donc, j'ai dit ça. Et les chroniqueuses qui sont là-bas, et ils n'ont pas aimé mon discours parce que j'ai exposé leur salaire, parce que je suis expert, et je travaille là-bas aussi pour les gens du Moyen-Orient. Donc, je connais très bien les salaires. Une information que la plupart des Marocains ne savaient pas, parce que quand ils voyaient les first et tout ça, ils disaient « Oh mon Dieu, moi aussi je veux étudier le journalisme pour partir à Dubaï et devenir comme celle-là et celle-là. » Ma chérie, quand tu veux étudier le journalisme, croyez-moi que vous n'allez pas avoir ce train de vie. Il y a une incohérence en fait. Il y a des gens. Train de vie Exactement. et au final, la réalité de leur vie. Voilà. Et c'est le cas aussi au Maroc. On a des chroniqueuses et des soi-disant des nanas qui touchent aussi 15 000 dirhams, influenceuses, blogueuses et tout ça. Ils ont un train de vie qui ne va pas du tout avec la vie marocaine. Quand tu as la dernière voiture, tu as un appartement et tout ça, 10 000 dirhams de salaire, voyant. Automatiquement, on va lier ça à la prostitution. Non, il n'y a pas un autre moyen, en quelque sorte, de réussir ou de percer sans cela, en tout cas pour une chroniqueuse ici au Maroc ou aux États-Unis?
On sait très bien ce qui se passe dans les coulisses. Moi, quand j'ai pas dit des prostitutions, c'est les gens qui ont fait Sans le lien. parler de... La prostitution, non, Oui. il y a aussi des cadeaux, il y a des gens, on connaît, moi j'ai vécu à Casa pendant des années aussi, je connais les scandales, la nana qui est sortie avec le mec, qui était la maîtresse de mec, et ça on vit dedans, comme n'importe quelle société. Aux Bien sûr. États-Unis ils ont ça, en Europe il y a ça, donc c'est une société marocaine, mais on n'avait pas, on nous étions pas habitués. Moi j'étais, bon, ils m'ont appelé avant-gardiste parce que ça fait des années que je voyais ça à la télévision américaine. Aujourd'hui, là, le buzz. C'est nouveau chez nous. Le buzz, c'est que ça fait quelques années. Ça fait combien d'années? Le buzz, aux États-Unis, ils l'appellent plus buzz. C'est un truc qu'ils ont tous les jours. Normal. C'est les Tous les news. jours, il y en a, Voilà. Quand tu mets exactement. e-entertainment, c'est tous les jours comme ça, quoi. C'est un truc normal chez eux. Mais c'est ici, c'est le buzz. On fait les trucs, les scandales, les machins. Tu filmes celui-là, tu filmes celle-là, et le scandale et tout ça. Parce que c'est nouveau pour nous, parce que les gens sont excités. Et c'est ça ce qui fait le truc Instagram chez nous. Donc, moi, le jour où j'ai dit ces choses-là, je savais ce que j'étais en train de dire. Euh, je parlais avec des arguments, mais le lendemain, sur toutes les pages, Hamoulat al-Hammam, Hamoulat Ma'atchnou, Hamoul Taro, des noms que je dis, what the hell, what is this? Mais c'est comme ça, les gens, ils adorent le buzz, et voilà, ça servait quand même pour une bonne cause. Parce qu'aujourd'hui, je sors, tout le monde me félicite. Myriam Saïd a refusé de répondre au micro du 7TV. Est-ce que tu penses qu'elle a peur un peu de rentrer en conflit avec toi par rapport à tes vérités en fait? C'est pas une question de peur, je crois, mais c'est moi j'ai parlé, je le dis et je le redis, j'ai jamais visé la fille, elle en particulier. Et là, c'est parti trop loin parce qu'il y avait Hamza, mon bébé, qui a publié des visas tant que bonnes, tant que servantes, qui étaient arrangées par un prince saoudien. Et on a tous vu ça. On a vu des photos apparemment qui s'est trouvées dans des vieilles photos un peu érotiques pour le Maroc et le public marocain, le monde arabe. Tout le monde Euh, était un peu choqué. voilà, c'était un choc général chez les gens. Ils ont dit voilà, et ça. Donc peut-être, c'est pas le moment de parler et de justifier. Un, et trois, je crois s'il avait un bon argument, elle a dû sortir à parler avec un bon argument. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va répondre à ces photos, à ces visas? Parce que c'est quand même, les visas américains, c'est un document officiel. Tout le monde a vu. Moi aussi, j'étais choqué quand j'ai vu ça chez Hamza Mon Bébé. Et les gens ont commencé à m'envoyer. Après, les gens, ils ont dit que Hamza Mon Bébé, c'est moi. Or, j'aurais aimé, mais j'ai pas le temps pour suivre tous ces scandales. Je connais plein de scandales, mais pas tous les scandales Marrakech, les scandales de toutes les villes marocaines. Parce que Hamza Mon Bébé, je le suis. Apparemment, il m'a rendu hommage un jour. D'ailleurs, je le remercie. Il a dit Simo Ben Bachir, vous étiez où quand il a fait les Oscars? Quand j'étais aux Oscars, personne ne te dit bravo. Et quand tu dis une chose, tout le monde t'insulte à l'envers. L'hypocrisie de chez nous par excellence. Et j'ai trouvé ça magnifique, je l'ai remercié depuis. On avait toujours le contact sur Snapchat parce que personne ne sait qui c'est exactement. Et voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, c'est au-delà de ce que j'ai exposé. Tant ces filles influenceuses qui essayent de se la jouer ni sainte ni touche. Voilà, on sait très bien quand tu travailles au Moyen-Orient, combien tu touches. On sait très bien que la voiture qui te l'a acheté. On sait très bien quand tu as un appartement au Moyen-Orient. C'est pas le journalisme. Et c'est ce que j'ai dit une fois sur une de mes stories en Instagram. Et tout le monde m'a dit bravo parce que j'ai dit moi, je ne vends pas des légumes. Je ne travaille pas dans une pharmacie. Je fais tout ce qui est en relation avec les médias. Donc la nouvelle génération qui monte et qui veut devenir journaliste, ils me contactent. Ils m'envoient des messages, des nanas me disent Simon, moi aussi je veux partir au Moyen-Orient, faire comme toi et tout ça. J'ai dit mademoiselle. Donc j'ai écrit une story, un texte pour tout le monde. J'ai dit pour celle qui veut étudier le journalisme. Si vous voulez le faire parce que ça vous passionne, allez-y. Vous pouvez exactement réussir ici au Maroc, réussir au Moyen-Orient et réussir aux États-Unis. Personne ne va vous bloquer votre réussite si vous le mettez dans votre tête. Parce que moi, j'ai mis, quand j'avais 14 ans, de partir à Los Angeles et je suis parti à Los Angeles. Et j'ai dit, mais par contre, partir à Dubaï et avoir des appartements à millions de dollars et avoir des voitures à des milliers et des milliers de dollars, peut-être il y aura un miracle. Parce que moi, je ne suis pas ni voyant, ni j'ai le pouvoir du bon Dieu. Donc, on peut avoir ça. Mais une chose est sûre, ce n'est pas du journalisme. Et les gens, ils étaient d'accord avec moi. Donc, tu m'aimes, tu me détestes, je n'ai aucun problème. Mais tu ne peux pas être d'accord avec moi parce que c'est la réalité. Donc, il y a des gens qui étaient visés et qui se sont sentis visés parce que leur vérité était exposée. Et c'est là où il y avait le scandale. Donc, moi, Emrim Saïd, je n'ai aucun problème personnellement. Et s'il n'a pas répondu à ça, c'est parce que peut-être il n'a aucun argument. Je sais que vous avez essayé de lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a refusé de répondre ou Elle là? a tout simplement refusé de répondre.
Parce, tournant sa tête et partant. parce que voilà, le scandale maintenant est exposé et tout le monde l'a vu et tout le monde a vu les photos et l'a vu quand même, c'est la première fois qu'on voit quand même un visa. Moi-même qui a fait un reportage sur le visa, je suis choqué de voir un visa. Et là, Comme ça, oui, et les gens ils disaient que c'est en 2009 quand on était jeune, mais il y avait un autre qui était en 2014, là, ça fait 4 ans. Et ça fait scandale que Hamza, mon bébé, Dieu sait comment il obtient tous ces documents. Mais visa servante ou femme de ménage, c'est quand même, je ne crois pas il faut vraiment avoir un bon argument pour répondre aux gens. Exactement. Donc des fois, il vaut mieux attendre que l'eau passe pour après refaire surface, on va dire. Je pense que c'est ce qu'ils ont décidé en tout cas. Et bon, on va changer de sujet un peu par rapport à Myriam Saïd, etc., les chroniqueuses. Donc merci d'abord Simo pour toutes les déclarations que tu nous as faites et comment tu as pu éclairer les jeunes marocaines par rapport à ce qui se passe à l'étranger. J'avais une autre question parce que les Marocains aiment beaucoup Saad Lamjarat. Il a un très très grand public au Maroc. Tout le monde l'aime en quelque sorte. Et la question que je voulais te poser, c'est que on t'a vu un peu ami de Saad, mais aussi ennemi ces derniers temps. Pourquoi en fait ce retour de veste en quelque sorte face à Saad? Premièrement, je vais vous corriger tout de suite. Pas ennemi. Moi, je faisais mon travail. Moi, j'étais invité dans une émission, ça fait 2 ans et demi, Festival Marrakech, où je devais parler de Festival Marrakech. Et Saad Mjarrad, il était en plein scandale d'arrestation à Paris. Voilà, l'animateur me pose la question et me dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez du cas de Saad Mjarrad? Je dis mon avis vraiment très professionnel. Je ne m'attendais pas qu'il y aura tout un scandale et que je vais faire la une des journaux, non seulement au Maroc, mais dans tout le Moyen-Orient. Et correction aussi, Saad Mjarrad, il n'a pas qu'un public au Maroc, il a un public dans tout le Moyen-Orient. C'est vrai. Je parlais plus aussi par rapport aux questions qu'on a reçues. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle très bien l'animateur, je l'ai corrigé, il m'a dit star, j'ai dit il est superstar. Et je disais une phrase que beaucoup de gens qui sont... Vous savez, ici au Maroc, beaucoup de gens ne savent ni lire ni écrire, mais il y a des autres gens qui sont cultivés, ils savent. C'est très facile de manipuler les gens, mais il y a des gens qui ne peuvent pas être manipulés parce qu'ils savent très bien quand on parle. Et moi, j'ai appris cette méthode de parler avec un argument. J'ai dit, comment ça se fait qu'une superstar marocaine qui est connue dans tout le Moyen-Orient, qui fait le concert le plus important de sa carrière à Paris, et sold out, tout est vendu, 48 heures avant l'événement, il est en train de sauter, coquer jusqu'au bout, bourré, dans une boîte. Pas de sécurité, pas de manager, ni rien du tout. Et un jour avant, il se retrouve dans les couloirs avec une nana qui est en train de crier, nue, et les flics. Et il y a un problème de management énorme. Parce que déjà, une star comme ça, il doit avoir tout un staff de bodyguards, les gardes du corps, les managers, les maquilleurs, tout un truc, les conseillers, ses potes qui sont là, les gens qui vont le calmer. Parce que quand tu as le concert le plus important dans ta carrière, tu pars faire un peu de spa, se relaxer, faire du yoga. C'est ça ce qui se passe dans le showbiz américain. Après le concert, c'est open bar, comme on dit au Marocain, arabara. Tu fais toutes tes vices que le bon Dieu t'a donné, ou tu as pris dans ta vie. Et ça fait un scandale et je me suis retrouvé, comme moi je travaille pour le Moyen-Orient, j'ai beaucoup de followers au Moyen-Orient et aussi les journalistes. Donc les journalistes du Moyen-Orient, ils ont dit, voilà la vérité qui sort de la bouche de Simo Ben Bachir. Moi j'ai dit juste mon opinion et c'est avéré que j'ai un pouvoir médiatique énorme parce que c'est parti trop loin. Mais j'ai rien dit d'extraordinaire. C'est comme ça que ça se passe. Vous prenez Justin Bieber, vous prenez Chris Brown. On sait Chris Brown, mais il a un passé full, plein de scandales, de drogue, de machin, de trucs. Mais quand il a un concert, on voit qu'il a tout un staff de 50 personnes autour de lui. Le mec, il est intouchable. On lui dit, cocotte, tu te mets et tu te concentres sur ton concert. Et après le concert, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et c'était ça le cas de Saad Mjarrad. Mais jamais j'étais ni son ennemi,
ni je le déteste, ni rien du tout, malgré tout ce que les gens disent, et comme on les appelle gaffettes, et c'est fans de 14-13 ans, donc je ne vais pas m'amuser à les répondre. Mais justement, ils m'ont rendu un grand service parce que 13-14 ans, ce n'est pas du tout une génération qui me regarde, mais là, ils me connaissent, c'est super. J'aurais dû payer la plus grande RP, l'agence de RP pour me faire un pot de promo, ils n'ont dû pas toucher tout ce monde-là. Mais c'est super, voilà, je suis content. Donc, et c'est avéré que la deuxième fois, tellement les ennemis de tes ennemis, c'est tes amis. Quand on était arrêté la deuxième fois, je me rappelle, j'étais à Srerat et je devais prendre le vol pour Los Angeles le lendemain. Mes meilleurs amis m'ont appelé de Paris, bien connectés, des journalistes très connus m'ont appelé, ils m'ont dit, il est arrêté. J'ai dit, mais oui, c'est toi qui as fait la première déclaration. Il est déjà en arrestation. Ils m'ont dit, non, non, il est arrêté une autre fois pour le même problème. Donc, moi, je l'ai posté. D'ailleurs, mes potes là, ils rigolent, ils me disent Simo bébé Reuters. Parce que tous les supports, ils étaient en train d'appeler sa mère, son père, et personne ne savait ce qui se passait. Il appelait Saad, il ne répondait pas. Donc les journalistes, ils appelaient sa mère, son père, personne ne savait ce qui se passait. Ils appelaient Saad, son portable était éteint. Moi, je suis sorti avec mon tweet et mon post sur Facebook et il est parti viral. Tous les gens, tous les websites, les sites, les magazines, ils ont repris l'information avec un screenshot parce que j'avais la responsabilité totale. Pendant 3 heures, personne ne savait ce qui se passait. Et moi, j'avais l'information parce que c'est des amis très bien placés dans la presse française et qu'ils avaient très proche des autorités françaises et qu'ils avaient l'information. Ils m'ont dit dans 3 heures, ça va devenir public. Et bien sûr, j'avais droit à les gens qui m'insultent, machin et tout ça. Mais 3 heures après, l'information était publique. Donc, je fais comme mon travail. Ce qui est grave, c'est que ces jeunes et ces gens, ils m'insultent. Ah oui, c'est toi qui lui a fait ça, machin. J'ai dit, mais attendez, moi, je ne lui ai ramené ni drogue, ni fille, ni police. Je n'ai pas ce pouvoir. Et j'ai ramené juste une information, un scoop qui fait partie de mon boulot. Par contre, s'ils étaient un Libanais ou quelqu'un d'autre, ils ont dû être fiers. C'est parce qu'ils te disent non, c'est marocain compatriote. Qu'est-ce que je veux que je fasse? Que j'ai l'information et je la garde chez moi. Moi, je ne vends pas des légumes. C'est quelqu'un d'autre qui va la sortir. Exactement. Au final, donc, voilà. Mais si quand il s'agit, par contre, quand les journalistes français qui ont massacré le mec, personne n'a osé parler. Et ça montre l'hypocrisie. Personne n'a osé dire, voilà, insulter les journalistes français. Ils l'ont traité de tous les noms, de drogués, de violeurs. Par les journalistes marocains. Oui, ça c'est clair. La presse marocaine ne l'a pas laissé tranquille. Voilà, et je me rappelle même quand j'étais chez Rafas Etiam, quand il m'a posé la question, il m'a dit, oui, toi tu étais le premier à dire la drogue. J'ai dit, toi aussi tu l'as dit. Elle m'a dit, on ne parle pas de moi maintenant. J'ai dit, on va parler de toi aussi. Toi, ton post, je l'ai vu et je l'ai reposté dans ma stories. Mais voilà, les gens, ils adorent ces histoires et tout ça. Mais bon, moi, j'ai appris une chose. Dans le journalisme, on fait notre travail, on avance. Mais on fait le travail avec les preuves et avec un argument. Comme ça, même légalement, quand les gens veulent vous attaquer ou vous répondre, vous avez un argument qui tient la route. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça s'appelle travailler à la méthode et à la manière américaine. Parce que moi, j'ai travaillé aussi ici et je connais très bien ce qui se passe au Maroc. Mais j'ai choisi, même quand j'étais au Maroc, de travailler à l'américaine. Oui, c'est vrai, tu as raison sur tout ce que tu dis. Et là, en fait, en tant que Simo Ben Bachir, sans parler de Simo Ben Bachir, le journaliste, le reporter, etc., ce serait quoi l'avis que tu aurais à donner par rapport à cette deuxième arrestation de Saad? Ce n'est pas la deuxième, officiellement, c'est la troisième. C'est déjà, il s'est sauvé des autorités américaines, que je trouve ça très grave. Et comme j'ai dit dans une interview, moi j'ai mes amis et tout le monde qui arrivent aux États-Unis avec les papiers qu'ils ont et la résidence, et ils ont peur de immigration officer. Il a tout le droit de vous laisser entrer ou vous renvoyer dans votre pays. Et lui, il s'est déjà sauvé des autorités. Il a tout fait pour partir. Vous avez un cas aux États-Unis comme ça, grave, et vous êtes recherché par les autorités américaines, vous partez en France, vous faites la même chose. Ok, ça peut arriver, quelques années après, 2 verres d'eau trop, 2 lignes d'eau trop, mais là, vous refaites le même... Déjà en arrestation. Vous êtes déjà en arrestation, vous partez au commissariat toutes les semaines pour pointer chez les autorités françaises, ça ne vous suffit pas, vous partez au sud de France, vous faites la même chose. Donc c'est grave. C'est grave, donc le monsieur... il a un grave problème. Il faut le rehab, il faut les gens qui l'entourent et qui sont en train de mentir à eux-mêmes, de faire quelque chose pour aider ce jeune. Parce que ce mec, il doit partir au rehab, il doit avoir un coaching de showbiz, des vrais coachs qui vont lui apprendre à faire tout ce qu'il a envie de faire, sniffer, boire, whatever. Mais quand il y a les cancers, c'est une image publique, pour un public.
Les gens, c'est une société. C'est plus la personne, c'est plus XY. C'est comme moi quand j'ai le micro et je suis sur la red carpet. Je peux faire des conneries, je peux posséder des trucs, je peux posséder de l'alcool, des restaurants. Mais quand j'ai le micro et je représente ma chaîne, il faut que je sois digne de cette image. Parce qu'il y a des gens derrière. Donc tu ne crois pas du tout en fait à la théorie du coup monté? Non, le coup monté, ça peut arriver une fois, mais le coup monté, s'il y a un coup monté, il s'est laissé faire parce qu'il n'était pas du tout professionnel. Et c'est exactement ce que j'ai dit dès le début. Si vous avez des managers, vous avez 50 personnes, 40 personnes autour de vous, les managers qui sont professionnels, qui sont dans le domaine pendant des années, et que vous avez un quart du corps, et vous avez... Pourquoi les coups montés n'est pas arrivé aux autres? Chris Brown et compagnie et tout ça, il n'y a pas de coups montés. Parce qu'ils sont bien entourés. Ils sont bien entourés, ils ont des sociétés, des attachés de presse, tout un staff, c'est des soldats, une armée des personnes que leur travail c'est ça. Il faut vraiment être vraiment la mafia italo-américaine, quelque chose pour vraiment faire. Donc lui, si c'était un coup monté, eh bien il était facile, hyper facile. Il n'a pas pris de ses fautes. Parce qu'il s'est fait avoir la première fois. Bon, la première fois, il était jeune, je ne crois pas qu'ils lui ont fait un coup monté. La deuxième fois en France, qu'ils ont dit un coup monté. Ça peut être un coup monté, je ne vais pas le nier. Peut-être, who knows. Mais le refaire et refaire le même coup pour toi, ça veut dire que tu es quand. C'est vrai, il ne faut pas se laisser piéger en fait. Même coup monté ou non coup monté, tu as raison. Donc, Washma, le styliste, qui est aussi un ami intime de Saad Lamjarad, porte en quelque sorte des propos très virulents sur toi. Qu'est-ce que tu as à dire sur ces déclarations-là? Moi, le jour où j'ai parlé de Saad Lamjarad, j'ai parlé de Saad Lamjarad. Tant que journaliste de variété, j'ai dit mon opinion. Et c'est parti trop loin, viral, les fans, tout le monde insulte. Bon, les gens après, ils ont compris que ce que j'ai dit, c'était vrai. Parce qu'il s'avérait que les gens, le jour où ils étaient arrêtés à Paris, ils ont dit « Ah non, 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 le concert est maintenu, le mec il sort dans les 48 heures, il va faire son concert. » J'ai dit « Mesdames et messieurs, on n'est pas on n'est pas à Darbrelef, on est bien à Paris, où ils ne rigolent pas avec le viol. » Et même présumé viol au violeur, il ne rigole pas là-bas. Et on connaît très bien comment c'est la justice française. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que le juge va venir et va dire, monsieur, j'adore votre chanson, anti, et je vais vous relâcher pour faire le concert. Mais là où Shma, il fait une vidéo où il m'insulte de tous les noms, il me traite de tous les noms. Il m'a dit, oui, moi j'ai demandé une demande d'interview à Saad Lamjarad et le mec il ne me l'a pas donné, donc moi là je me venge de lui. Pas du tout. Déjà, Saad Lamjarad, je l'ai déjà interviewé pour la première fois en anglais, ça fait 4 ans, quand j'ai commencé à l'Arabian News English. C'était mon premier invité. Et j'ai répondu aussi quand j'étais invité à interviewer. J'ai dit, ils m'ont dit, oui, Washma, il a dit. J'ai dit, il dit ce qu'il veut. Moi, Washma. Je connais Zahra Yacoubi, ça fait des années, en 2000, 2002, 2003. Il était étudiant à Collège La Salle. Après, il est devenu styliste. On faisait des galas de bénévolat, de galas pour l'association Ruban Rouge. Il voulait participer avec nous. Un jour, il nous ramène un mec qui était son mari, qui était Ouchma. On l'a connu comme ça. Après, ils ont divorcé. Ils ont décidé de divorcer. Et le monsieur, d'un jour au lendemain, a décidé de devenir styliste. C'est l'histoire que je connais. Donc, le mec, il devient styliste pour mec. Il me donne des fringues, je les porte pour le festival. Et après, il fait des stories où il dit « Oui, tu as porté mes fringues, tu as oublié ça ». Je dis « J'ai jamais oublié ça, j'ai enlevé les photos. » Parce que moi, quand je vis le souvenir, je le vis bien. Le problème qu'il a au chemin, c'est que lui, moi, j'ai parlé de Saad. Laisse sa mère me répondre. Laisse son attaché de presse me répondre. Laisse son manager me répondre. Toi, tu viens de répondre en étant quoi? Elle te dit, comme j'étais à Farasséam, le mec il m'a dit oui, c'est son meilleur ami. J'ai dit, comme il est son meilleur ami, il a qu'à prendre le vol parce que Paris c'est pas loin, c'est 2h30 de vol, et qu'il part à la prison parce que je voulais montrer la procédure s'il n'est pas au courant comment ça se passe. Il va partir à la prison et se présenter comme son meilleur ami, mettre son nom sur la liste des visiteurs et le visiter parce que jusqu'à maintenant il est parti jamais aucune fois. Moi, mon meilleur ami, quand on arrête mon meilleur ami, croyez-moi que je vais prendre un vol et je vais partir au minimum le voir une seule fois durant sa peine et derrière, quand il sera derrière les barreaux. Pour une fois. Le mec, il n'a jamais fait. Le mec, il vient, elle commence après 2 ans. Donc, Washma, il passe chez Binatna, de l'émission de Oussama Benjelloun sur Média, et il lui pose la question, il lui dit, voilà, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que Saad, il a fait, tout ça, des journalistes. Il a dit, ah, si tu parles de ce journaliste qui vient ici et qui nous fait le bordel et part, ben, c'est pas du tout un journaliste, elle me casse. Je passe dans l'émission de Oussama, donc il me pose la question, il me dit, qu'est-ce que tu réponds au... Je dis, ben, écoutez, moi, j'aimerais bien répondre à quelqu'un qui a quand même une histoire à raconter. Quelqu'un qui nous a ébloui avec sa carrière. Je vais dire, waouh.
Le mec, il avait quand même l'audace de passer dans les médias et de dire, moi, j'ai prié Saad Mjarrad de faire des interviews, il a refusé. Le jour où ça sera Justin Bieber, son nom Justin Bieber, ou Drake, je vais me mettre à quatre pattes pour le prier pour faire l'interview avec moi. Un, pour commencer. Deux, il m'a dit, moi je l'ai prié pour porter ses fringues au chemin. J'ai dit, le jour où ton nom sera Tom Ford, crois-moi que je vais me mettre à pattes pour te dire, s'il vous plaît, à quatre, pour te dire, donnez-moi quoi porter pour paraître sur mais au chemin, please. Et donc, il était ridicule. Pire, il est parti faire un pari, il a dit, ah, s'il ne montre pas son diplôme, moi je ferme ma boutique. Je dis, ben là, quand j'ai passé dans la dernière émission de Rabat Etiam, j'ai dit, ouais, j'espère qu'il ne va pas quand même, je le prie, de ne pas fermer les boutiques qu'il a sur Fifth Avenue, West Hollywood, les Champs-Élysées, les grands boulevards du monde entier, parce qu'il a tellement le pauvre, parce que j'ai montré effectivement le diplôme de journalisme que j'ai. Et c'est pour ça que le problème ici, c'est que les gens parlent sans argument. Moi, quand je parle, je sais ce que je dis. Et je savais. Et donc, le mec, il s'est retrouvé ridicule à parler. Moi, j'ai parlé de Saad Mjarrad, mais t'es qui? Même parce qu'il me connaissait personnellement. Il prend son téléphone, il m'appelle. Il a choisi de faire un buzz sur mon dos. Qui c'est contre lui? Parce que tout le monde aujourd'hui lui ont dit, mais attends, tu étais ridicule, le mec, tu dis, il n'a pas de diplôme, il a montré le diplôme. Qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Et comme les gens, ils ont tous, j'ai vu les commentaires à gauche à droite sur les pages, ils ont dit, Simon Ben Bachir, il a raison. Si tu es son meilleur ami, va à Paris, c'est pas loin parce qu'apparemment tu as les papiers américains, donc tu n'as pas besoin de visa. Juste, c'est une bonne nouvelle. Et donc, tu prends l'avion et tu pars. C'est 2 heures et demie de vol. Certainement, n'importe quel taxi, n'importe quel Uber va vous ramener à la prison parce qu'il est très connu à Paris. Il est là-bas. Vous partez à le service visite et vous mettez votre nom sur une liste. Et vous aurez le droit de visiter votre meilleur ami. Et vous, j'ai dit par la même occasion, vous lui ramenez quelque chose à manger marocain parce qu'il a dû vraiment, franchement, elle a dû maintenant avoir envie de manger un couscous, quoi. Donc, j'ai dit, ça, je vais le faire pour mon meilleur ami. Mais venir crier dans les médias mon meilleur ami, et à chaque fois que le mec, il a aucun buzz, elle fait sortir une vieille photo avec lui, il dit, ah, tu me manques. J'ai dit, mais prends l'avion et pars. Personne ne va vous interdire à partir. Voyant. Donc, le mec, il a commencé une guerre contre moi, sans moi, rien à voir. Moi, j'ai parlé de Saad Mjarrad, mais t'es qui? Est-ce que tu es officiellement son manager? Est-ce que tu es son attaché de presse? Mais t'es qui pour parler? Donc, tu as parlé et tu voulais m'attaquer, et bien, tu as ta réponse. Et il s'est avéré que mes réponses, ils ont fait le tour. Ben en fait, toi, parce que tu parles avec argument, tout simplement. Donc, il n'y a personne qui peut t'attaquer plus longtemps parce que tu dis Paris, exactement Paris, la vérité. Paris, les gens partent pour le week-end. Les Marocains, ils ont les moyens. Ils partent en week-end, ils reviennent. Pour revenir un peu au sujet précédent, donc sur les chroniqueuses qui reflètent un peu une image dorée sur Instagram et les réseaux sociaux, on ne s'est pas aussi concentré un peu sur un autre métier qui est le mannequinat. Donc aujourd'hui, on a vu beaucoup de Marocaines qui essayent d'aller à l'étranger, même d'autres filles du Moyen-Orient pour percer un peu dans ce milieu-là. Notamment, on a un exemple dernièrement qui est celui d'Abla Sophie, qui a été prise comme l'égérie de Guess et qui, on a beaucoup parlé d'elle en tout cas. Elle a fait des conférences de presse au Maroc, donc pour expliquer sa réussite, énormément de choses. Donc en fait, moi, ce que je voulais te poser, Simon Ben Bachir, c'est quelles seraient en fait tes réactions par rapport à cette jeunesse marocaine, donc de jeunes filles, qui idéalisent un peu donc ces filles qui partent à l'étranger et qui réussissent, en quelque sorte comme si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, est-ce que tu peux nous dire en fait l'envers du décor? Ben écoutez, le monde de mannequinat, il était toujours tu sais, à Los Angeles, on appelle le monde du showbiz, un monde de salle. Donc ici, c'est vraiment les égos, quoi. Donc c'est normal que les filles, malheureusement, avec ce qu'on voit ils sont influencés avec tout ce qu'ils sont en train de regarder sur Instagram et les réseaux sociaux surtout aujourd'hui. Mais les mannequins, ils n'avaient toujours pas une bonne réputation depuis le jour. La nuit des temps. Voilà. Et aujourd'hui, c'est les influenceuses et les blogueuses. Mais avant, c'était les mannequins. Mais les mannequins, moi, je me rappelle très bien le cas. Quand on m'a posé la question sur un mannequin qui vient de Los Angeles ici, j'ai dit pour moi, quelqu'un qui est connu à Los Angeles, on va regarder, moi je fais la variété. Donc je regarde des émissions connues aux États-Unis, comme Entertainment Tonight, je regarde Extra with Mario Lopez. Donc c'est des émissions connues. On ne voit jamais ces gens. Mais quand ils arrivent au Maroc, ils te disent, je suis connu à Los Angeles.
Les gens me disent, mais oui, toi. J'ai dit, moi, je suis correspondant d'une chaîne. Je n'ai jamais dit que je suis connu à Los Angeles. Je travaille de West Hollywood à ma chaîne. Donc, je suis correspondant de cette chaîne. Ces filles viennent te dire, ah oui, on est connu en montrant. Déjà, à Los Angeles, Hollywood is full. Plein, tout le monde est mannequin. Tout le monde. Mais à la fin de la journée, ils sont des serveuses dans des restaurants pour payer le loyer. C'est une réalité qu'il ne va jamais te montrer quand ils travaillent. La plupart, les Russes, les machins qui arrivent là-bas, tout le monde sait, la journée, les mannequins, ils sont à partir de $20. Une blonde à $20 la journée pour les séances. Parfois, ils le font gratuitement, juste pour avoir exposure, pour devenir célèbre. Tu pars du Maroc, tu ne flashes tes photos avec XY machin. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des nanas qui s'affichent avec des vieilles, te dit mon meilleur ami, avec des vieux, pardon, elle te dit mon meilleur ami. Est-ce que vous avez élevé les moutons ensemble? Est-ce que vous étiez en classe? Est-ce qu'il était le meilleur ami de ton père? Et c'est malheureux, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est grave, c'est parce que les gens, ils ne sont pas bêtes non plus ici. Ils savent. Pour faire des conférences ici, c'est facile. En plus, à Los Angeles, vous pouvez tout acheter. Maintenant, demain, vous voulez n'importe quelle couverture, je vous la négocie. J'ai tous mes potes qui travaillent dans le truc, on achète tout à Los Angeles. Aux États-Unis, on achète tout. Vous êtes en train de dire que la couverture qu'Abla Sophie a faite, déjà, non. Facile. Je ne vais pas parler de Kadabla parce que je ne vais pas lui donner plus de considération et plus de valeur. Je me rappelle qu'il m'a appelé idiot dans une story. Donc moi, je l'ai répondu dans une autre interview. Et je dis, mais demandez-lui qu'est-ce qu'elle cache comme truc. Parce qu'à ma connaissance, qu'il est parti, beaucoup de gens le savent, avec Green Card qui n'a rien à voir avec modeling. Elle est partie dans un autre trip. Bon bref, donc si tu veux être honnête avec le public et dis moi je suis la meilleure, dévoile tout. Ne viens pas dévoiler ce que tu veux. Tout ou rien. Tout ou rien, parce que quand tu deviens public et tu veux devenir célèbre, les gens ont le droit de fouiller et faire sortir tes trucs. Mais il y a beaucoup de nanas, et si, quand c'est très bien ce qu'ils cachent, ils ne veulent pas le montrer, ils montrent ce qu'ils veulent. Mais les mannequins, c'était toujours lié au monde de la prostitution, depuis toujours. C'est des nanas qu'on trouve qu'elles mentent, elles deviennent l'égérie de quelque chose. What the hell? Comment tu as eu le casting? Comment tu as eu le marché? Qui te l'a donné? Si on va poser tant qu'aux journalistes les questions, ils n'ont aucune réponse. Parce qu'on sait, ce n'est pas que les Marocaines, mais les Russes, le Moyen-Orient, partout les Françaises, partout. On a une jeune, plus fraîche, plus mignonne, qui a 19 ans, qui arrive, et voilà, elle te devient l'égérie d'une marque. Bon, en Italie et tout ça, ils ont plus de casting, plus de casting de gens qui sont en train de... C'est comme là, aujourd'hui, les Miss. On a tous les Miss. Et quand tu sors aux États-Unis, ils ont beaucoup de magazines. Ils ont beaucoup de trucs locaux. Ils ont le journal de Beverly Hills. Ils ont le journal de West Hollywood. Donc, quand tu passes sur un magazine ou un journal local, ça ne veut dire pas que tu es connu mondialement. C'est ici, si tu sors sur, je ne sais pas, le mearif.com, le site, ça ne veut dire pas que tu es connu dans tout le Maroc. Et c'est ça que j'ai d'expliquer à la jeunesse marocaine. Ne croyez pas tout ce que vous êtes en train de regarder. Voulez demain acheter des couvertures, c'est facile à acheter, mais ça dépend quelle couverture. Il n'était pas sur la couverture de Vanity Fair. Il n'était pas sur la couverture des grands magazines Vogue et compagnie. Il n'était pas avec Anna Wintour. Il n'était pas à la Fashion Week Official de New York. Il n'était pas sur le premier rang avec Amel Clooney. Ces genres de filles, on ne les voit pas. On les voit dès les petits coulisses. Ils te font les photos parce qu'ici, c'est facile à impressionner. Tout le monde veut partir aux États-Unis. Tout le monde veut se casser en Europe. Donc, l'Europe, il prend une photo dans un truc. Ça excite les gens parce que les gens, ils veulent partir à l'étranger. Mais ce n'est pas le paradis. C'est pas le paradis. Et c'est ça ce que je suis en train de dire à cette jeunesse qui mente et qui sont influencée par les XY. Quand vous allez poser des questions réelles à cette fille. Ok, vous roulez dans telle voiture. Quel contrat vous avez fait? Parce que la Gigi Hadid, quand elle roule dans la dernière bagnole, elle a fait des campagnes de Dolce & Gabbana, Versace, Tom Ford. On parle des millions de dollars. Antina, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est quoi tes campagnes? Comment tu as eu la campagne? Et ça, ils n'ont pas de réponse. Et ils ne veulent pas que moi j'expose ça parce qu'ils n'ont pas de réponse. Mais quand tu as l'argument, tu nous le montres, ma chérie. Tu réponds et tu dis, voilà, j'ai ça et ça et ça. Mais pas du tout. Et ils savent très bien qu'ils ont un trou noir qu'ils ne veulent pas montrer. Et que moi, il s'est avéré que j'ai mis un peu de lumière là-dessus.
très vrai. Et donc, en quelque sorte, donc pour les jeunes Marocains, ce que tu aurais à leur conseiller, qui pensent que les États-Unis, c'est en quelque sorte, c'est la réussite, c'est la gloire, c'est beaucoup de choses, et tout le monde a envie de partir en quelque sorte, vivre ce rêve. Ben, le jour que vous allez venir aux États-Unis, vous voulez repartir au Maroc. Moi, j'adore, ça me manque le hammam, ça me manque le couscous, ça me manque l'ambiance marocaine. Et même si on a une hypocrisie sociale, parfois ça nous manque, parce que les Américains sont un peu plus froid et plus occupé. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu peux venir dans un groupe de fans et tu vas faire un hug à ton meilleur ami et les autres ne pas dire bonsoir, il n'y a aucun problème. Ici, ils vont tous le prendre au genou, à la yaqa, qu'est-ce qu'il a, donc voilà, c'est notre société, elle est comme ça. Mais pour réussir, moi je dis que chacun est libre de rêver ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut, tant que tu le fais dans les règles de l'art et dans le respect de la loi et la société. Moi aussi, j'étais un jeune qui avait 14 ans, 15 ans et je voulais partir à Los Angeles. Je suis parti à Los Angeles et j'ai fait la couverture des Oscars et les grands événements. Je suis parti aux Grammys, j'ai fait pas mal de choses. J'ai interviewé Redouane, j'ai interviewé Sana Hamri, des Marocains que j'ai rêvé de connaître et qu'on est après devenus des amis. Mais il faut travailler son rêve. Il faut avoir un objectif, et partir pour réussir votre rêve. Et si le problème, les gens te disent, je vais partir aux États-Unis, je vais faire ça, sans avoir aucune stratégie. Il faut avoir une stratégie pour faire. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai fait la presse marocaine, j'ai fait la presse écrite, j'ai fait la radio, je suis parti à Tunis pour Nesma, je suis parti au Moyen-Orient. Après, je suis parti aux States. Donc, mon message à la jeunesse marocaine, croyez votre rêve. Il faut le construire, je pense. Il faut faire une stratégie, faire qu'est-ce que vous avez à offrir. Parce que les États-Unis, ils ne vont pas vous donner un visa, ils ne vont pas vous ouvrir les bras. Mais chez les États-Unis, partout dans le monde, si vous avez quelque chose à offrir, moi, on m'appelait l'Américain ici, avant de partir aux États-Unis, parce que j'étais 4 heures, c'est 4 heures. Quand je tarde, je vous envoie un texto et je dis, voilà, je suis désolé, j'ai 10 minutes, 15 minutes de retard. Maintenant, 15 minutes et j'ai ça, elle n'a rien à foutre le mec. Et ça, il faut être correct ici et essayer de faire des choses ici. Et quand tu vas réussir au Maroc, avec le système Diana, quand tout le monde veut se sauver et partir, il faut faire des preuves ici, dans ta société, dans ton pays, avant de penser de partir ailleurs. Et quand vous allez partir ailleurs, vous allez leur donner. Anna, quand je suis sur le red carpet, quand je trouve les Oscars, ils viennent me dire « Are you Italian ?» Je dis « Non, I'm Moroccan ». Ils disent « Wow, c'est le premier Marocain qu'on voit ici ». Je dis « Good ». Donc, tu pousses les gens à changer parce qu'ils ont cette idée qu'il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi le Maroc. Il y a des gens qui connaissent, ils ont une mauvaise image parce qu'ils ont venu à Marrakech, ils ont vu le truc, ils ont croyé que c'est tous pas. Non, je peux être aux Oscars bien habillé et je parle des langues et être bien propre, présentable parce que comme je vais être la même chose à Marrakech, moi quand je vais venir à Marrakech pour l'ouverture de la clôture, je vais faire la même chose. Je vais être habillé la même chose qu'aux Oscars. Donc, tu peux réussir ici et ailleurs, le même stand-in, mais il faut juste étudier et changer les idées et être more open-minded, et être international dans sa tête. Même en vivant au Maroc, il faut international. Parce que ça s'appelle la correction. Quand je vous donne un rendez-vous à 4 heures, mon caméraman aux États-Unis, quand je lui donne 4 heures, c'est 4 heures dans l'endroit. Il m'appelle quand c'est une urgence. Ou quand il est en retard de 10 minutes, il m'envoie un message, il me dit. Et si les gens, ils prennent ça comme ils disent for granted, ils s'en foutent. Ça veut dire, moi, je te donne rendez-vous à 4 heures, je viens à 5 heures, c'est normal. Eh bien, c'est pas normal. Tu vas me détester pour ça, j'ai aucun problème, c'est pas normal. Et donc, quand tu arrives à s'imposer et imposer ton système et ton caractère ici, croyez-moi que vous allez vivre ailleurs et partout dans le monde, aux États-Unis. Et donc voilà, bon courage pour tout le monde. Merci Simo Ben Bachir pour cette belle interview et tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Bon, un petit mot pour finir. Tu aurais une révélation à nous faire aujourd'hui au 7TV? Déjà, le chiffre 7, c'est mon chiffre de bonheur. Moi, je suis né le 7-7. Je ne dirais pas l'année, mais je dirais le mois et la journée. Donc, je suis cancer. Non, l'année, on n'en parle pas. On a compris. L'année, on n'en parle pas. C'est un chiffre de bonheur et je suis sûr et certain que ça va cartonner cette interview. Surtout que c'est pour la première fois que tout ce que j'ai répété, qui a fait scandale et qui a fait le buzz, c'est le premier interview qui est en français où j'explique exactement les grandes lignes de ce qui s'est passé pour ceux qui ne sont pas arabophones. Merci Simo, donc on se retrouve très prochainement, d'accord? Avec grand plaisir. On refera ça en tout cas et c'était un réel plaisir pour moi. Plaisir partagé, à très bientôt. Ciao. Bye.